Alors, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir pour ce premier épisode de la série qu'on vous propose sur une année autour de la bataille de l'attention. Nous sommes ici ce soir à l'école de guerre économique et donc un grand merci à Christian Arbulot, son fondateur, pour nous accueillir, et à Thibaut Renard, qui est expert en milieu, expert cybercercle, et qui nous aide à organiser cette série sur une année. Voilà. Moi, je suis Christophe Leparc, le fondateur d'ADESIDE, une agence conseil en marketing RH, et du club Décider RH, un club RH agitateur d'idées. Après avoir organisé 6 colloques autour de l'intelligence économique et des ressources humaines, on a décidé de prendre un petit virage pour aller sur la captologie et la bataille de l'attention, qui sont des sujets très très intéressants en tant que marketeur et en tant qu'observateur des courants qui se trament autour des sujets sociétaux et donc forcément des sujets du travail. Alors je vais laisser la parole à Thibaut pour se présenter et surtout présenter notre vedette de ce soir, Christian. Oui, alors c'est vrai qu'il y a un débat en fait autour de cette problématique de l'attention. Il y a un peu deux écoles. Il y a l'école de ceux qui disent que depuis la nuit des temps, l'attention c'est une bataille, et que, après tout, le premier être vivant qui veut se reproduire, la première chose qu'il cherche à faire, c'est capter l'attention, souvent du sexe opposé, s'il n'est pas là à se démultiplier. Si vous vous intéressez aux premières batailles militaires, vous faites de la déception, vous ne faites jamais qu'attirer l'attention de votre adversaire là où il ne devrait pas aller. Donc ces problématiques, elles existent. On parle de persuasion, de bataille, elles existent quasiment depuis la nuit des temps. Donc quoi de neuf? Et puis il y a l'autre école qui dit plutôt non, les temps ont changé car il y a la technologie s'est emparée de nos esprits. Donc c'est ce dont Christophe parlait, c'est la fameuse captologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce aux neurosciences, grâce à l'exploitation de ce qu'on appelle les technologies persuasives, ce ne sont pas nous qui persuadons les gens, mais carrément les outils qui nous persuadent. Et donc on a changé de paradigme, c'est-à-dire que maintenant l'outil, un peu comme dans un film de science-fiction, a pris le contrôle de l'attention des personnes. Et aujourd'hui, on ne peut pas ignorer le fait que quand on se promène dans la rue, tout le monde a l'œil rivé sur son écran, en réunion, en cours, etc. Il y a quasiment une symbiose entre les personnes et leurs outils, leurs applications. On ne peut pas considérer, on ne peut pas dire qu'avant c'était déjà comme ça. Donc il y a un vrai changement. L'intelligence économique dans tout ça, c'est assez particulier parce que quand on creuse un peu les écrits de l'intelligence économique, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre des personnes qui ont parlé de guerre cognitive il y a cela 20 ans, qui ont parlé de rapport du faible au fort dans des contextes de guerre de l'information, qui, dès l'émergence du net, ont expliqué que vous pouvez déstabiliser l'adversaire en diffusant de l'information sur lui et en le privant des capacités de se défendre. Bref, l'intelligence économique est en avance de face sur ces questions de bataille de l'attention. Elle a un regard qui n'est pas de l'ordre de la technologie, mais de l'ordre de la grille de lecture. Et donc c'était important pour nous que sans doute la personne qui a le plus travaillé sur ces notions de grille de lecture soit là ce soir et fasse à la fois la transition avec cette période des colloques IERH, intelligence économique, mais montre que l'intelligence économique a une vraie valeur ajoutée, une vraie grille de lecture à apporter, qui s'affranchit des simples questions de dépendance aux écrans, des questions purement technologiques, mais une vision différenciante et de valeur ajoutée. Donc je laisse après ce portrait dithyrambique, mais dont tu le mérites. Je te laisse la parole, Christian. Merci Thibaut. Alors, pour introduire le sujet, tu parlais de lecture, je vais revenir en lecture parce qu'en fait, c'est vrai que l'attention, c'est une problématique très très ancienne, mais en fait, dans la structuration de l'économie, la structuration de l'économie de marché, pour être précis, il y a quand même une histoire, il y a un fil conducteur. Et je vais revenir quand même sur ce fil conducteur, parce que vous qui êtes dans les ressources humaines, donc intégré certaines dimension de l'organisation de l'entreprise, c'est important quand même de le situer, ce fil conducteur. Alors moi, je l'ai situé de la manière suivante. La première idée que je voulais un peu développer, c'est dans ce que j'appellerais l'attention au niveau du chef, du décideur, de celui qui
qui décide de la prendre en compte, sur quoi elle apporte. Et par la grille de lecture de l'intelligence économique, en fait, on s'est rendu compte qu'à la fin du 19e siècle, je remonte loin, mais c'est utile, je pense, l'attention du décideur, l'attention du chef, elle portait sur deux éléments essentiels. Le premier, bien entendu, ça ne vous étonnera pas, c'est tout ce qui concerne le marché. Et sous l'angle le plus précis de l'intelligence économique, on a vu apparaître l'usage de l'information utile pour un chef d'entreprise à travers ce qu'on a appelé en fait tout simplement le recouvrement de créances, c'est-à-dire j'ai fait un contrat pour quelqu'un, mais il ne paie pas. Donc comment je vais récupérer cet argent? Et en fait, l'anecdote qui n'en est pas tout à fait une, c'est que c'est un certain préfet de police, ancien bagnard, déjà il y a un film qui a été fait sur lui. Non, Vidocq, voilà, tout à fait. Vidocq, après son poste de préfet de police, il a inventé le métier de recouvrement de créances, qui est devenu par la suite ce qu'on a appelé le renseignement commercial, et qui, au bout d'un siècle, est devenu une véritable activité internationale, avec même des multinationales qui traitaient de l'information de ce type. Donc, première attention, se faire payer. Priorité absolue pour un chef d'entreprise. Deuxième attention, entre guillemets moins anecdotique, mais faut-il parler d'anecdote, le contrôle. Et là, ça c'est un point très très important. Pourquoi? Parce que le décideur, que ce soit le décideur d'une grande manufacture, on parle de la fin du 19e, ou même des décideurs intermédiaires, ce qui les a fortement préoccupés à ce moment-là, c'était que l'entreprise tourne, qu'elle ne s'arrête pas, donc elle ne tombe pas en grève. Donc comment mesurer le risque qu'une entreprise s'arrête? Et l'attention principale du patron, du dirigeant de manufacture, de la famille possédant un bien industriel, c'était de se concentrer sur comment faire en sorte que l'entreprise ne soit pas bloquée par une grève. Et pourquoi je dis ça? Parce que derrière ça, il y a une certaine théorie de la valeur de l'information. C'est-à-dire qu'au niveau des décideurs, cette forme de réalisme s'est traduite par deux théories de la valeur. Une qui était la théorie de la valeur immédiate liée au marché, c'est-à-dire je veux récupérer mon argent, et là je vais peut-être me donner le moyen de le récupérer, et l'autre qui était beaucoup plus liée au fonctionnement même de l'entreprise. Et alors en fait, et là les ressources humaines sont très vite plus ou moins proches de cette obligation, c'est comment elle va tourner cette entreprise pour qu'elle ne s'arrête pas, pour qu'elle... Aujourd'hui, on parle de l'attention au sens qu'est. Tout à fait. Mais à l'époque, pourquoi je parle de ça? Parce que ça a très fortement conditionné les priorités des décideurs. Et pendant très longtemps, c'est-à-dire le comité des forges, l'Union des industries métallurgiques et minières, si je prends tout ce qui a structuré l'histoire du patronat dans la première moitié du XXe siècle, c'est quand même le contrôle. Et ce contrôle, il va être accentué par un autre élément historique, je suis désolé de le citer, mais je suis obligé, c'est la remise en cause de l'ouvrier de métier, c'est le taylorisme, le travail à la chaîne et le fordisme derrière, c'est-à-dire toute une organisation du travail qui va aboutir à l'apparition des directions de ressources humaines, mais dans le cycle productif, c'est quelque chose où le chronométreur, l'agent de maîtrise, l'ingénieur de méthode, tout ça, tout cet encadrement-là, c'est quand même une attention prioritaire, une fois de plus, pour que l'entreprise tourne. Et finalement, l'environnement, je ne dis pas que c'est quelque chose d'anecdotique, bien sûr, parce qu'il y a des entreprises, je pense à la Farge Michelin, qui vont se créer avec une attention très particulière pour dépasser les concurrents, voire des un brevet, ou quand il fallait chercher des carrières en utilisant toutes les méthodes possibles pour les trouver avant l'autre, etc. Donc bien sûr qu'il y avait une attention sur l'environnement, mais ce n'était pas la colonne vertébrale. C'est-à-dire que ce qui va petit à petit
structurer la pensée patronale par rapport à l'attention, j'insiste, c'est tout ce qui va être la finance, hein, qui n'est pas simplement se faire payer, c'est comment gagner de l'argent, et deuxièmement, faire en sorte que l'entreprise ne s'arrête pas. Et là, on vient sur l'intelligence économique, faire en sorte que l'entreprise ne s'arrête pas. Quand on a fait le rapport intelligence économique au commissariat du plan, un des représentants du monde de l'entreprise, là je vais démarquer légèrement pour ne stigmatiser personne, mais nous expliquer qu'après 68, après la grève générale de 68, au niveau de sa direction générale et du comité exécutif, il y avait eu un investissement très précis pour que chaque usine ait à l'extérieur un ingénieur qui est chez lui un poste émetteur pour que l'entreprise continue à être informée au niveau du comité exécutif, même s'il y avait paralysie des moyens de communication classiques ou des moyens de transport, ou par une nouvelle grève générale. À l'époque, c'était un investissement qui peut sembler aberrant aujourd'hui, mais c'était un investissement de quelques millions de francs, et c'était un système invisible destiné à venir en appui pour éviter l'arrêt d'entreprise. Donc là, l'attention, elle était doublée d'un système invisible de contrôle pour réagir. On fait les plans de continuité d'activité. Exactement. Alors évidemment, des exemples comme ça, il y en a pas eu des milliers. Hein. Le groupe en question, c'était un groupe très très important du CAC 40, mais c'est pas qu'une anecdote. Hein. C'est vraiment quelque chose qui a joué et qui a continué à jouer, disons, dans la seconde moitié du XXe siècle. Alors, ça m'amène à la deuxième idée que j'ai envie de développer dans vous ce soir, c'est la problématique du commandement, c'est-à-dire attention et commandement. En intelligence économique, on a été très vite confronté à une évidence qui ne nous a pas forcément fait plaisir. L'information, c'est le pouvoir. Donc l'information, je parle en France, hein, il n'y a pas qu'en France, mais en France en particulier, donc l'information ne se partage pas. Donc, qui dit l'information, c'est le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chef, qui est déjà conditionné par cette espèce de fil conducteur dont je viens de parler, il est conditionné par cet élément-là, qui est un élément très, très, très important. La perception du pouvoir. Donc la perception du pouvoir, quand on va voir apparaître le développement de la société d'information, ce pouvoir va être très fortement conditionné par l'audimat. Comment suis-je vu? Donc, toute une partie de l'ingénierie informationnelle qui va être créée au sein de l'entreprise, les fameuses revues de presse, je crois encore qu'elles jouent un rôle très très important, c'est la manière dont le chef d'entreprise veut appréhender, par l'attention qu'il prête aux médias, comment il est vu par les autres, comment il est vu par ses concurrents, par ricochet dans les témoignages de journalistes ou des interviews de chefs d'entreprise, mais voir plus loin comment il est vu par des populations beaucoup plus larges. Donc ce troisième élément-là, l'élément financier, l'élément du contrôle et l'élément du pouvoir personnel et sa manière de se vivre en miroir, en effet miroir, ça va jouer un rôle très très important. Pourquoi ça nous a, nous, pénalisé très fortement dans le domaine de l'intelligence économique? Parce qu'il faut bien dire que ça a été parfois un élément qui nous a empêché tout simplement de travailler, qui nous a empêché de faire muter l'organisation d'entreprise, qui nous a même amené sur des situations compliquées. C'est-à-dire que lorsqu'on a vu apparaître, par exemple, les directions de la stratégie, on pouvait penser que qui dit direction de la stratégie dit on fait de la stratégie dans une direction de la stratégie. Moi, je me souviens d'une association qui s'appelait l'AFPLAN dans les années 90, où c'est les directeurs de stratégie qui se réunissaient dans cette association. Et le constat de base, c'est qu'on ne faisait pas de stratégie dans une direction de la stratégie. C'est-à-dire, on retombait sur la formule l'information, c'est le pouvoir, donc c'est le chef. Hors de question de déléguer ça. On a quelques conseillers qui vont bien, qui sont au cœur de la définition réelle de la stratégie,
Mais la structuration dans l'organisation, elle est faussée, et l'attention là, ça pose un problème majeur. C'est-à-dire que si je crée une direction de la stratégie, théoriquement, c'est pour qu'elle soit attentive. D'une part, alors elle va l'être, parce qu'il vont faire beaucoup de rapports, ces gens-là, mais pas au-delà. C'est-à-dire, on ne va pas leur demander d'extrapoler pour aller vers un business plan, aller vers des éléments hyper précis. Donc là, on a un problème. Cette information qui fait le pouvoir très personnalisé, lorsqu'on voit apparaître une structuration de l'information dans l'entreprise, soit par la direction de la stratégie, soit par la direction de la sûreté, par exemple, on constate que dans les comités exécutifs, il n'y a pas de directeur de la stratégie, il n'y a pas de directeur de la sûreté. En revanche, il y a parfois des directeurs ou des directrices. Donc on a ce problème de l'organisation du commandement, c'est-à-dire que, en fait, le pouvoir invisible lié à l'information ne se revendique pas dans l'organisation. Et on a des faux semblants. On a des faux semblants qui nous... Pourquoi ça nous a pénalisés? C'est que c'est très difficile d'expliquer à un étudiant que la direction de la stratégie ne peut pas la faire. Ça le déstabilise, ça le met mal à l'aise, et c'est très difficile aussi d'expliquer à un étudiant de Bac plus 5 ou Bac plus 6 qu'il va falloir décoder ça très vite, décoder les flux financiers. Je parlais de flux financiers, je racontais à mes deux interlocuteurs une anecdote qui m'est arrivée et que je trouve très savoureuse dans le sens démonstratif du terme. J'étais en dialogue, alors là je vais marquer la chose, parce que j'estime que cette personne doit être marquée. Madame Bouchacourt, DRH Société Générale, appartenant au comité exécutif de la Société Générale, c'est à peu près à l'époque de la subprime, j'entre en contact avec elle, c'était un colloque de DRH justement, et je découvre que cette personne, elle a parfaitement compris le management de l'information. Elle l'a tellement bien compris qu'elle va vouloir en faire, donc elle va ouvrir une ligne de crédit sous l'angle de l'intelligence économique pour booster la fonction RH à l'intérieur d'une banque. Et par exemple, en essayant, je peux vous le dire puisque ça n'a pas eu lieu à cause de la crise, de faire apparaître un site qui mettrait en valeur l'ascenseur social. Et pourquoi? Parce qu'un tel site valorisait la Société Générale qui faisait de l'ascenseur social. Et il était question de communiquer dessus, de mettre le label Société Générale, mais ce site aurait produit de la connaissance et on était déjà là, enfin, dans autre chose que l'information c'est le pouvoir, un réseau très serré. On commençait déjà à aller vers une réappropriation par la fonction RH d'une certaine logique d'intelligence économique. C'est ça le devenir. Et moi j'ai beaucoup apprécié la pensée de Mme Bouchacourt parce qu'elle était vraiment dans le sens de notre démarche ici, c'est-à-dire comment utiliser l'information de manière efficace, même au sens environnemental pour valoriser l'image de l'entreprise, mais pour aller aussi vers le dépassement des baby boomers, leur départ, recruter, entrer dans la compétition des recruteurs, etc. Et ce qui m'amène aussi à un autre aspect, c'est que c'était pas simple, parce que je parlais tout à l'heure de la finance, il n'y a pas que le directeur financier, il y a l'information, c'est de l'argent. Et qui tient les cordons de la bourse au sommet par rapport à l'information? C'est très souvent les directions de la communication. Et là, je me suis rendu compte à l'époque, en tout cas, que ce n'était pas simple d'arbitrer et qu'un directeur de la communication n'avait pas forcément envie de perdre une ligne de crédit par rapport à un DRH qui voudrait aller dans cette direction-là. C'était vraiment quelque chose de compliqué. Donc, cette organisation du commandement dans l'entreprise, elle est toujours d'actualité, c'est-à-dire qu'on n'est malheureusement pas sorti en 2020 de l'information, c'est le pouvoir. Ça m'amène à la troisième idée, c'est cette approche franco-française de la société d'information. L'information, c'est le pouvoir. Comment vais-je traduire ça très concrètement? C'est de dire, rappelez-vous, il y a eu un conflit qui a duré
presque une décennie entre Alain Gomez, PDG de Thomson, et Jean-Luc Lagardère, PDG du groupe Matra. Nous, ça nous a interpellés. Pourquoi? Parce que ce conflit, ce rapport de force entre deux hommes, donc là on était entre deux leaders du CAC 40, a eu des répercussions très très importantes, parce que tous les moyens ont été utilisés. En l'occurrence, c'était Gomez qui a attaqué Lagardère. Ça s'est terminé par un procès d'ailleurs. Et au-delà de ce procès, la queue de comète, c'est l'affaire Classerie. Donc on n'est pas tout à fait dans une affaire purement anecdotique. On est au contraire dans un cas d'école majeur de la personnalisation de l'attention. Moi, Gomez, contre Lagardère. De deux blocs industriels lourds, de jeux informationnels qui vont aboutir à un procès où on voit d'ailleurs que la justice est très mal à l'aise parce qu'il n'y a pas eu réellement de condamné. On a simplement compris que M. Alain Gomez n'apparaissait plus après réellement, publiquement, dans les jeux de l'entreprise. Mais toujours est-il que, pourquoi je m'attarde 2 secondes sur ce cas-là, c'est qu'il a cristallisé l'importance de 1. L'information est centrée sur l'individu, le chef. 2. On est capable d'avoir une attention complètement orientée sur la prise de décision du chef et malheureusement de ne pas en sortir. Et avec des conséquences très lourdes. Hein. Rappelez-vous l'affaire Classerie, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est un télescopage avec le monde politique. C'est pas n'importe quoi. Hein. Si vous allez sur le net, où il y a un journaliste de l'Express qui a très très bien synthétisé l'affaire Gomez contre Lagardère et qui est revenu ensuite sur la queue de comète et la vengeance liée à l'affaire Classerie. Donc, pourquoi je parle d'approche franco-française? Parce que, et ça c'est un peu un des drames du monde de l'entreprise aujourd'hui, c'est qu'on n'a malheureusement pas muté. C'est-à-dire qu'on est toujours enclavé dans cette relation, on a toujours une énorme difficulté pour mieux organiser l'entreprise par rapport à l'attention. Qui s'occupe de l'attention? Qui s'occupe de l'attention? Moi j'ai eu des premiers éléments de réponse quand le CELSA, par exemple, un jour, qui forme les gens de la communication, a reconnu qu'il pouvait former sur une partie, mais pas sur tout. Et quand, Thibaut, tu parlais tout à l'heure d'affrontement, le pas sur tout porte sur les affrontements. Mais la question n'est toujours pas résolue au sommet de l'entreprise. C'est-à-dire on n'a toujours pas, en termes d'organisation, des professions dédiées, bien identifiées, dans le premier cercle, qui ont comme métier principal de gérer la notion d'attention. On a même des trous dans la raquette qui apparaissent et qui sont pour moi très graves. C'est-à-dire qu'on est en train de voir apparaître une deuxième bourse aujourd'hui sur les fonds éthiques, sur la compliance, sur la RSE. Et pourquoi je dis que tout ça, c'est des trous dans la raquette? Parce que nous, ici, à l'École de guerre économique, on travaille à front renversé sur ce qui alimente l'attention de ces nouveaux acteurs et sur tous leurs points faibles. C'est-à-dire qu'il est clair que les fonds éthiques ne sont pas forcément éthiques. Il est clair qu'en matière de compliance, c'est la règle. Souvent, je fais semblant d'être de la compliance, mais en fait, je ne le suis pas du tout. En matière de RSE, c'est pareil, etc. Donc pourquoi je parle de problèmes lourds derrière ça? C'est qu'on se gargarise de mots, on fait semblant de s'organiser, mais derrière, attention aux points faibles qui vont apparaître en termes de gestion de l'image, parce qu'il est très clair que nous, ici, à l'École de guerre économique, on examine tous ceux qui mentent comme ils respirent, tous ceux qui se présentent comme des moralistes et qui n'en sont pas, sur toutes les logiques de manipulation de la société, civile en particulier, etc. Donc, problème, la société d'information. C'est-à-dire que j'ai l'impression, et c'est l'idée que je vais développer, cette troisième idée, c'est que les entreprises, parce qu'elles ne veulent pas s'organiser comme il serait souhaitable qu'elles le fassent, se gargarisent de mots, de formules, restent au niveau surface et ne rentrent pas dans la profondeur. Donc attention, ce n'est pas forcément les fonds éthiques qui vont faire la loi.
Je pense que les fonds éthiques vont éclater en vol parce qu'on va découvrir qu'ils ne sont pas du tout à la hauteur des prétentions qu'ils prétendent avoir. Et dans les 20 ans qui arrivent, cette fameuse société de l'information, il serait enfin temps de l'examiner dans sa globalité et non pas simplement dans sa surface lisse qui est de la communication pure et dure et rien d'autre. Attention à ça. Quatrième et dernière idée, et j'en reviens finalement au fil conducteur principal, le problème de l'entreprise française aujourd'hui, c'est qu'elle est sur le court terme et qu'elle est autocentrée. Le problème du court terme, on ne peut pas gérer l'attention sur le court terme. Donc la question, c'est comment on s'extrait du court terme. Moi, je suis affligé, je vous le dis franchement, du niveau du débat des journées d'été du MEDEF. C'est ce qui vient d'arriver. C'est-à-dire qu'on gère les affaires courantes et on ne va pas au-delà. Mais l'au-delà, qu'est-ce que c'est? Vous avez bien compris que si je reviens sur les fonds éthiques, il n'y a pas de fonds éthiques en Chine. Donc si on est face à la Chine, bah, comment on fait là? Et on va changer de règles, et comment on va justifier après? En changeant de règles, en adoptant les non-règles chinoises ou d'autres règles chinoises. Comment les grands groupes du CAC 40 qui sont en Chine vont-ils se justifier en fonctionnant avec certaines règles dans le monde occidental et d'autres dans le monde asiatique qui n'ont strictement rien à voir avec celles du monde occidental? Gros problème, parce que vous avez bien compris que qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, certains acteurs très offensifs vont accuser des groupes qui sont dans le monde chinois de ne pas respecter les règles occidentales. Et là, qui s'occupe de ça au niveau de l'entreprise? La direction juridique, la direction de la communication, la direction de la sûreté, le conseiller qui va bien, qui a 600 000 dossiers à traiter et qui va être dans la vision purement court terme en lien avec le directeur financier, qui va traiter des sujets aussi graves? Et je peux vous assurer qu'ici, on a déjà largement étudié des phénomènes de diabolisation sur le terrain chinois, de groupes occidentaux, avec des logiques de ricochet. Mais on est au début de ça. Parce que si les tensions entre la Chine et les États-Unis s'accentuent, rien ne dit qu'elles vont baisser ces tensions. Qui gère? Qui pilote cet avion-là? Qui pilote l'avion de l'attention, justement? Si c'est considéré comme on n'y touche surtout pas parce que c'est source d'ennui et on met les miettes sur le tapis et on espère passer entre les gouttes et qu'il n'y ait pas de crise, ce qui est la politique actuelle, il faut bien admettre que c'est la politique actuelle de la plupart des groupes du CAC 40, jusqu'au jour où un groupe du CAC 40 va se payer le mur avec ce que ça veut dire. Donc il y a vraiment, selon moi, un problème très très important de définition quelles ressources humaines aujourd'hui dans la société de l'information en communication, avec ce monde en désordre qui est en train de se structurer, et non pas un monde qui s'ordonne, avec des cultures où les règles ne seront pas les mêmes, et ça c'est déjà l'évidence. Comment on fait? Qui fait le job? Ma conclusion, elle est très simple, c'est que si on en reste encore à la vision autocentrée du monde de l'entreprise, à la française, avec ce pouvoir, l'information c'est le pouvoir. Mais cette information-là, malheureusement, même si on est dans des logiques à court terme, elle peut être très brûlante, elle peut brûler plus que les doigts. Elle peut brûler l'image d'un PDG ou d'une PDGA, elle peut brûler l'image d'une entreprise et avoir des conséquences très dures. Il est normal, je pense, que dans le monde des ressources humaines, on s'interroge sur ces questions. Parce que le monde des ressources humaines ne pourra pas être dans la défausse. Il y a bien un moment, peut-être tombera la question, mais j'ai besoin de quelqu'un, où vais-je le trouver? Merci Christian. Et alors, est-ce que je peux me permettre une question de par ton expérience et sur l'intelligence économique pour vis-à-vis des directions ressources humaines? Est-ce qu'il y a des outils, des grilles de lecture simples
qu'ils peuvent utiliser pour mieux appréhender cette captation de l'attention et leur environnement. Dans le monde des ressources humaines, je parle de la société de l'information, les premiers que j'ai vu bouger, c'est les cabinets de chasseurs de tête, qui comprenaient qu'à cause de l'avalanche de technologies de l'information qui avait arrivé, leur méthode de travail avait changé. Et je parle bien des cabinets de chasseurs de tête. Au niveau des DRH, malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit un sujet d'actualité. Je ne suis pas sûr que ce soit un sujet de débat. Et je crains, hélas, qu'on soit dans des jeux de défauts. C'est-à-dire que tant que le chef d'entreprise ne met pas le problème sur la table en disant « je vais changer l'organisation ». Je prends un exemple qui me vient à l'esprit. Quand le PDG de Dassault Systèmes dit « j'en ai marre d'avoir des ingénieurs qui se plaignent sur leur page Facebook sans trahir les secrets de la société, mais qu'on ne les prend pas assez au sérieux par rapport à ce qu'ils font, là, le PDG de Dassault Systèmes, il dit qu'il faut se réorganiser. Je ne veux pas que ces gens-là continuent à se plaindre. Ça, c'est une question intéressante. Mais il y en a d'autres qui vont arriver, qui sont d'un autre ordre. Et dans ce cas-là, si un jour un PDG demande à une femme ou un homme qui dirige les ressources humaines où vais-je trouver les solutions, et qu'en face, on ne soit même pas capable de parler du problème, qu'on ne l'appréhende pas, qu'on ne l'ait pas détecté, ça va faire bizarre. Parce que, vous le savez mieux que moi, dans la décomposition des pouvoirs des territoires au sein de l'entreprise, chacun va se balancer la patate chaude pour parler du terrain. Mais c'est pas ça la réponse. C'est comment trouver un chemin. Et je le répète, moi j'ai trouvé très honnête de la part du CELSA de dire, nous par exemple, on forme telle personne pour les directions de la com, et là on s'arrête parce qu'après on ne sait pas. Ça, je trouve ça très honnête. Et je pense que du côté des ressources humaines, attendre qu'arrive la crise et en se disant pour l'instant, comme dans le sketch des inconnus, cela ne nous regarde pas, c'est pas la bonne idée. Alors, on posera peut-être deux petites questions pour la fin. La première, est-ce que tu penses que, en fait, c'est vrai qu'en France, on a un peu toujours tendance à s'approprier les choses avec un temps de retard. Est-ce qu'on ne va pas basculer en fait d'un paradigme, l'information c'est le pouvoir, l'attention c'est le pouvoir, peu importe finalement la nature même de l'information, si je veux avoir le pouvoir sur quelqu'un, il faut que je prenne le contrôle de son attention. Première question, est-ce que tu penses qu'on va basculer de manière maladroite dans cette nouvelle méthode de faire? C'est vrai qu'en intelligence économique, on fustige un peu souvent, même trop souvent, la naïveté du décideur. Et je trouve que nous-mêmes, on a été assez naïfs pendant très longtemps, puisqu'on était dans ce postulat un peu issu du cycle d'une version un peu simplifiée de l'IE, qui était la bonne information au bon moment pour la bonne personne pour prendre la bonne décision. Or, force est de constater que les situations où les bonnes personnes ont la bonne information, ces personnes-là ne prennent pas la bonne décision. Et peut-être qu'on a aussi, je pense, tu vas me dire comment tu vois ça, mais on a eu cette forme de naïveté de penser que finalement la valeur venait de l'information en elle-même et que cette valeur allait générer naturellement l'attention du décideur et que naturellement, mais les décideurs, mais aussi tout le monde, les citoyens, à partir du moment où vous avez la bonne information, vous allez prendre les bonnes décisions. Et bizarrement, ça ne marche pas du tout comme ça. Alors, la première réponse à la première question, oui, on est déjà en train de basculer. C'est-à-dire que là où je trouve que c'est très grave, c'est que je vois un certain nombre de groupes qui prennent des positions pour aller dans le sens du vent parce que des acteurs de la société civile les stigmatisent, sans chercher à faire la part des choses et sans chercher parfois à les contrer parce que ces stigmatiseurs racontent n'importe quoi. Là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, et je dis attention, regardez la pandémie de la Covid-19 fait apparaître une très très grosse brèche dans le discours scientifique qui n'est plus unifié. Je vous laisse, vous êtes tous et toutes témoins de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'incertitude, le fait de ne plus croire personne, etc. Mais des brèches comme ça, il peut en apparaître d'autres. Et
c'est là où, si la seule réponse, c'est de caresser la bête dans le sens du poil, c'est-à-dire, en fait, tous les systèmes de stakeholders, de groupes de pression, moralisateurs, avec des messages dont on ne cherche même pas à décrypter s'il y a derrière un enjeu stratégique orchestré pour vous affaiblir, là, on est dans, malheureusement, on risque d'être dans le grand n'importe quoi. Donc, ce phénomène bascule, oui, c'est un très grand risque, parce que c'est la solution la plus simple. Et on voit bien que déjà, au niveau de l'Union européenne, etc., il y a des groupes qui préfèrent dialoguer avec des détracteurs. Alors les plus malins, c'est pour les mettre dans leur poche, mais les moins malins, c'est pour être complètement soumis à une certaine parole extérieure, avec toutes les conséquences qui peuvent être très néfastes. Donc là, il y a un problème. La deuxième question, moi je crois effectivement que c'est pour ça que j'insiste énormément sur la mutation de l'organisation de l'entreprise. Le chef qui sait tout, c'est fini. Je pense qu'on a bien compris que, en plus, si c'est tout à court terme, alors qu'aujourd'hui on est face à des chefs ailleurs qui travaillent à moyen long terme, donc, deux modes de pensée avec des logiques de résultats complètement différentes et des modes d'organisation complètement différents, comment on fait? Donc je crois qu'il est important qu'il y ait une concertation. Qu'il y ait une concertation lucide, c'est-à-dire on ne va pas renverser la table, on est dans un pays ultra-conservateur, donc il faut que ça avance progressivement, mais le premier point d'avancée, c'est que dans le monde des RH, on ouvre plus pour s'interroger sur certaines questions. On ne se réfugie pas dans les solutions de confort du métier, des différentes déclinaisons de métier, et on s'arrête là. Je pense que la fonction RH elle a une très très grande importance parce qu'elle voit toute l'irrigation vivante du monde interne de l'entreprise. Donc elle voit beaucoup mieux que d'autres, en principe, ce qui se passe à l'intérieur. Seulement, si cette richesse d'observation, elle ne se traduit pas par des ouvertures d'esprit, par des débats différents, on partage ce point de vue chez Desiderash où il faut remettre de la conversation et du débat dans les entreprises. Et souvent, le DRH est bien placé pour initier ce modèle, parce qu'on avait tendance à avoir une pensée unique, et ça, c'est jamais bon ni pour la créativité, et du coup, pour le business. Et quant au radar, effectivement, on a la chance d'avoir le capital humain avec ces personnes qui constituent et qui sont des radars pour savoir ce qui se passe à l'extérieur, et donc ouvrir les écoutilles sur le monde qui nous entoure au sens large et l'avenir avec Bien. Ben, je vais vous quitter parce que je dois filer. Tu as attiré l'attention à votre pays. Et puis, le débat reste ouvert et on reste en contact. Merci, merci de votre accueil. Et merci de votre attention à toutes et à tous. J'en profite pour dire que le JE sort chaque trimestre, c'est ça, des cahiers de la guerre économique. Absolument. Peut-être qu'il y en aura un jour sur la guerre. Mais moi, j'ouvre tout à fait nos colonnes pour qu'il y ait un cahier spécial guerre économique sur le problème RH et toutes les questions bouillonnantes qu'il y a derrière. Merci. Merci.